Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler d'un film, comme vous avez pu voir dans le titre, que je n'avais pas du tout prévu de voir. Je pensais le rattraper dans l'année, mais certainement pas aller le voir au cinéma. Et au final c'est ce que j'ai fait, parce que normalement je devais rentrer chez moi ce week-end où je l'ai vu. Sauf que le maître d'Anacalypsie étant cas contact à cause de son travail et tout, n'a préféré ne pas prendre de risque et du coup que je reste ici où je suis. Et du coup comme je m'ennuyais, je me suis dit on va essayer de trouver une activité à faire et du coup j'ai décidé d'aller au cinéma. Du coup je me suis dit que je vais pas retourner voir Spider-Man parce que je l'ai déjà vu. Et du coup le seul truc d'intéressant qui restait c'était Scream. Donc du coup je l'ai regardé. Du coup moi je suis un grand fan de la quadrilogie, enfin qui du coup n'est plus vraiment une quadrilogie vu qu'il y a ce film là qui se rajoute, et je suis également un fan de la série télé, surtout des 2 premières saisons. Il y a une sorte de film lié aux 2 premières saisons sur Netflix mais que je trouve vraiment beaucoup moins bon que les 2 saisons. Après la saison 3 elle est pas mal aussi mais elle n'existe pas en français, elle n'existe que en version originale. Donc voilà. Mais en tout cas, on va dire que dans le monde de l'horreur, la saga Scream est vraiment ce que je préfère. Voilà. Et du coup, je vais en parler en 2 parties différentes, donc ils seront quand même dans cette vidéo. D'un côté, je vais parler de choses qui ne vont pas spoiler le film, et en même temps, à la fin, la deuxième partie de vidéo, du coup je vais également parler d'autres points mais qui vont toucher à des éléments clés du film et qui du coup ne sont pas conseillés pour ceux qui n'ont pas encore vu le film de voir cette partie de vidéo. Si vous êtes comme moi, de totalement vous en fiche et puis de quand même regarder, parce que moi je vous avoue que comme je pensais pas aller voir Scream, du coup je me suis fait spoiler la mort d'un certain personnage auquel je ne m'attendais pas, donc je parlerai je ne m'attendais pas, je me serais pas attendu qu'un personnage comme ça puisse mourir dans Scream, ce qui au final est le cas dans ce 5e opus. Et du coup j'en parlerai dans la partie spoil. Mais du coup comme moi les spoils ne me dérangent pas parce que je me dis on a peut-être l'information, on ne sait pas comment les choses se passent. Du coup quand j'étais le voir je me suis dit ça va être con parce que je sais qu'à un moment ça va arriver mais je ne sais pas quand ni comment. Et voilà. Et du coup ce qui fait que c'est peut-être un truc où je n'ai pas eu le suspense ou le fait de me dire quand cette personne est face au tour de me dire mince qu'elle va survivre ou pas. Malheureusement j'étais quasiment sûr que ce personnage allait mourir. Mais en soi ça ne m'a pas gâché mon film parce que je vous le dis honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je pense, alors je sais pas si c'est parce que c'est le plus récent que j'ai vu, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas revu les Scream. Les films ça doit faire peut-être 2-3 ans, non peut-être pas 3 ans, peut-être 1 ou 2 ans que je les ai pas revus. La série télé je l'avais recommencé l'année dernière et puis après je suis parti sur autre chose et du coup j'avais pas fini de me refaire la série. Mais je m'étais fait la saison 3, elle je me l'étais faite au complet. J'avais même fait une vidéo sur la saison 3 de Scream qui est une des toutes premières vidéos de la chaîne, si je me souviens bien, avec la vidéo sur la dernière saison de The 100. Et voilà, donc je sais pas si c'est du coup lié du coup à la temporalité, du fait que là je l'ai vu là, que j'en sors quasiment, parce que le film, après il a fallu le temps que je rentre chez moi et que je mange, mais globalement j'en sors du film, alors que les autres ça fait un petit moment. Après je pense pas que je le trouve mieux que le premier, parce que le premier était vraiment très très bon. Après, mieux que le 2, 3 ou 4, ce serait à revoir, parce que je pense que le maître d'Anacalypsie, on reverra tous les films et qu'on en parlera de chacun dans une vidéo bien particulière. Pareil pour les saisons de la série télé. Et puis voilà. Donc à part le premier, je pense que pour l'instant, celui-là, il se classerait en 2e position, parce que le 2 je trouve bien, mais les tueurs sont pas méga ouf quoi. D'un côté on a la mère de l'ancien tueur qui veut se venger, bon ça c'est compréhensible. Après t'as le mec
cinglé qui veut tuer. Bon, voilà, un peu moins sympa quand on a déjà eu Stu avant et que l'acteur de Stu était quand même beaucoup plus cool. Si j'aime beaucoup le deuxième film, hein, j'aime beaucoup les 4 films, hein, voilà. Après le 3, j'aime bien le 3, mais toujours déçu qu'il n'y ait qu'un seul tueur et qu'il n'y en ait pas deux. Parce que voilà, Scream normalement c'est 2 tueurs, et voilà, moi j'aime quand on est à 2 tueurs. Et du coup c'est un peu dommage. Et ensuite le 4 je l'aime bien aussi, en plus on a une grosse performance de... Ah putain j'ai oublié son nom. En plus je l'avais tout à l'heure en y pensant sur la route, mais en gros de celle qui joue la tueuse quoi. Mais j'ai Emma Stone en tête, mais je sais que c'est pas Emma Stone, c'est Emma quelque chose, le nom de l'actrice, et j'ai pas de bêtises. Enfin bref, celle qui joue la tueuse dans Scream 4, vraiment je l'ai trouvée excellente. Et voilà, après en plus l'histoire est vraiment cool du 4. Donc je pense que si je devais les classer, ça ferait 1, 5, 4, 2, 3. Bon, ouais, je pense que je les classerai comme ça. Mais ça c'est plus sur la vie maintenant, puisque je pense que si un jour je me fais le 1, 2, 3, 4, 5 à la suite, on verra si ce sera toujours la même. Bref, on va enfin commencer. L'intro est un peu longue, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, on va parler des choses où je ne vais pas spoiler. Du coup, de manière assez générale, comme je disais, j'ai passé un très bon moment. Et forcément, si j'ai passé un très bon moment, c'est notamment grâce aux acteurs qui étaient vraiment très cool. Notamment, déjà, on retrouve un vieux casting, donc on a toujours Neve Campbell, Courtney Cox et l'acteur qui joue Dewey. Donc le trio est encore là. J'ai failli dire le quatuor parce que justement la shérif blonde là qui à la base est le bras droit de Dewey dans Scream 4, du coup est encore présente dans ce nouveau film. Et on a également la sœur de Randy qui apparaît également dans ce 5e film. Donc déjà, on a quand même quelques anciennes têtes qui font leur apparition. Et ensuite, on a pas mal de nouvelles têtes. Du coup, on a 2 sœurs pour les personnages un peu principaux. Donc on a Tara et Sam. On a également des faux jumeaux, donc il y a Mindy et son frère, je ne sais plus comment il s'appelle. On a Amber. On a également le copain de Sam, Richie. Et ensuite on a la fille avec les cheveux colorés qui sort avec le jumeau. Et on a également, il manque une personne. Oui, c'est le gars qui joue dans 13 Reasons Why, du coup, qui est également là. Et en plus, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas trop mis en avant, sachant que c'est pas lui le héros. Ils en ont pas fait des tonnes sur lui, en sachant que il est quand même assez populaire grâce à la série télé que j'ai dit juste avant et dont il est le héros. Enfin, le personnage principal du moins, parce que je n'ai pas vu cette série-là. Et du coup, j'avais un peu peur qu'ils mettent trop l'accent sur les top stars, parce qu'il y a quand même des sacrées stars pour les jeunes, notamment Richie qui est un des héros de The Boys. J'ai mis très longtemps à me souvenir où est-ce que je l'avais déjà vu. Et voilà, surtout que moi j'adore The Boys, même si la saison 2 m'a beaucoup déçu, j'ai adoré la saison 1, du coup c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et notamment s'il y a bien une actrice qui pour moi survole un peu le film en termes de jeu d'acteur, c'est le personnage de Tara, donc joué par Jenna Ortega, alors que j'avais déjà vu dans d'autres films mais qui ne m'avait pas marqué ailleurs, parce qu'elle a joué dans le fameux film The Babysitter, le 2 de Netflix là. Alors c'est pas vraiment les films d'horreur les plus marquants, mais en tout cas elle est dedans. Parce que j'ai regardé vite fait sa filmographie, elle a joué aussi dans d'autres films que j'avais déjà vus mais elle m'avait pas marqué, et j'avoue que là je trouve que c'est celle qui fait la meilleure performance, parce que voilà, elle va se faire agresser, elle va être blessée, et du coup comparé aux autres, même dans la plupart des films les gens ils sont blessés, mais voilà, ils sont blessés mais il n'y a pas non plus de séquelles que ça dans le film, que là elle va beaucoup jouer là-dessus et tout. Enfin vraiment
elle a vraiment un jeu très très bon et ça fait plaisir à voir. Donc vraiment très très grosse surprise de la part de cette actrice qui ne m'avait jamais marqué dans les autres films que j'avais vus avant. Ensuite, je vais parler des morts, parce que les morts sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus voyantes également. Là où dans les anciens films, c'est plus voilà, quelques coups de couteau, un petit truc, et puis voilà, c'est fini. Et souvent, on ne voit pas tant que ça, les morts. Enfin, je veux dire, pas aussi visuellement que je vais le dire. Et en même temps, c'est un peu plus violent aussi dans la façon de. Enfin, pas forcément dans la façon de tuer, mais quand les gens y tuent, puisque forcément, comme c'est plus visuel, on a l'impression que c'est plus violent. Bon, le méchant est toujours aussi gauche, hein, comme on dit. Le mec, il se prend des gamelles à droite à gauche. Voilà, il se fait même poutrer par une fille en fauteuil roulant. Donc le mec est vraiment un sacré cassos. Bref, en fait, c'est comme ça dans les films. C'est pour ça que moi, j'adore la série télé, parce que dans la série télé, toutes les gamelles et tout ça, que le mec il peut se taper, ça n'existe pas dans les séries télé. Dans la série télé, le mec est vraiment bien violent, bien vicieux, bien bon tueur comme j'aime. Et voilà. Et du coup, par exemple, pour donner un exemple, il y a un gars qui se prend un coup de couteau dans la gorge, mais tu vois le couteau traverser la gorge. Et on reste pendant au moins 30-40 secondes comme ça, avec le mec avec le couteau dans la gorge. Et ça, c'est ce genre de scène qu'on n'aurait pas vu avant. Voilà. Et bon, moi, en tout cas, ça me dérange pas de voir ce genre de choses visuellement, donc ça va. Alors forcément, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, c'est tant pis pour eux. Hein. On sait à quoi s'attendre en général quand on va voir un film d'horreur. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément ce genre de blessure dans les anciens Scream, ou du moins, moi, ça ne m'a jamais marqué. On voit les gens se mettre des coups de couteau, des choses comme ça, on voit le sang qui coule, mais on voit rarement les blessures visuellement. En tout cas, dans mes souvenirs, on ne voit pas les blessures aussi visuellement que ce couteau-là, avec le bout de chair. Euh, voilà, donc honnêtement, ça, j'ai plutôt bien aimé. Euh, Ensuite, on a un rapport entre les fans et les films. Dans le discours des tueurs, ils parlent justement du fait que eux, ils veulent faire revivre la saga Stab, parce que Stab 8 c'est de la merde. On voit même un petit extrait, c'est du gros n'importe quoi. Le mec, il a plus que le masque, il a même plus la longue cape et tout. Il a des sabres ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Et en fait, eux ils disent qu'en fait les réalisateurs manquent de respect aux fans à force de faire des suites qui sont nulles à chier. Et je pense que c'est un petit clin d'œil pour le 4, parce que Scream 4 est pas mauvais, mais comparé aux autres, il a peut-être beaucoup moins marché. Voilà, je pense, parce qu'ils en font à moitié un petit clin d'œil à Scream 4. Alors il y a plein de clins d'œil, en tout cas au film d'horreur et tout ça. Bon, ils parlent beaucoup d'Halloween, de Jason et tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de références que j'ai pas eu le temps de noter, mais quand je reverrai le film plus tard, je pense que ça pourrait être pas mal de noter toutes les références. Et justement, tout ce qui touche là, ce rapport entre les fans et les réalisateurs, enfin du moins les productions de cinéma et tout ça, parce que je pense que ce serait plus intéressant de pousser un peu plus ce qui a été dit, parce que là je le fais avec ma mémoire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et en gros, eux, leur but, c'est de faire en sorte que les fans aient le pouvoir sur le cinéma. Donc justement, en créant des nouveaux meurtres, une histoire encore plus tragique que ce qui s'est passé dans Scream 1, puisque tout se rapporte beaucoup à Scream 1, et vous comprendrez après pourquoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, leur but, c'est du coup, en faisant ça, que les gens se réapproprient du coup cette nouvelle série de meurtres pour faire un Stab 9 qui soit encore mieux que les autres. Et du coup, c'est vrai que ça rappelle beaucoup le comportement des fans qu'on a actuellement dans le monde du cinéma, et qui honnêtement me gêne énormément, que ce soit dans le cinéma ou de la série télé. Voilà, on a eu le cas des fans de Game of Thrones qui n'étaient pas contents de comment s'est terminé la saison 8, du coup le final de Game of Thrones, du coup, qui ont gueulé pour que la fin soit refaite et soit faite à leur manière, comme eux ils en avaient envie. Pareil avec Justice League. Justice League, pareil, a mené à la haine des fans et tout ça, et qui ont poussé les studios et Warner du coup
s'est incliné devant les femmes, devant les femmes, devant les fans, et a donné la Snyder Cut. Et honnêtement, moi, ce sont des choses qui me dérangent dans le comportement des fans. Alors bien sûr, la Snyder Cut, par exemple, a amélioré un film qui n'était pas terrible, mais garde quand même énormément de défauts qui étaient déjà dans le premier film, ou même, juste le traitement des personnages. On voit que Snyder, il comprend rien à ce qu'il fait avec ses personnages, mais bref, on n'est pas là pour parler des films de Snyder. Et le problème, c'est que comme là, il le souligne grâce à ce film, c'est que on a des gens qui ont envie que les choses soient faites comme eux ils en ont envie, et du coup qui peuvent en arriver à des actes très très graves, comme moi sur les réseaux sociaux avec des menaces de mort, enfin j'allais dire menaces de mort et insultes, plutôt l'inverse, des insultes et des menaces de mort. Les menaces de mort sont quand même un peu plus graves que les insultes. Et voilà, ce sont des choses qu'on voit depuis ces dernières années autour du monde du cinéma et tout ça. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que les tueurs soient travaillés comme ça. Voilà, et puis du coup de mettre en avant le mauvais comportement des fans, j'ai trouvé ça assez cool. Après, un petit défaut, c'est le retour de Sydney. Alors pas le fait qu'elle revienne, mais la façon dont elle revient, c'est méga téléphoné d'avance. Alors moi je m'en doutais un petit peu parce que j'avais été spoilé d'un truc, mais en même temps, on se doute bien que, parce que du coup, il y a Sam, j'allais dire Sarah, j'avais fait un mélange des deux sœurs, Sam et Tara. Et en gros, Sam, quand sa sœur se fait attaquer, elle va voir Dewey parce que sa sœur ne veut plus lui parler. La police, donc la shérif qui était déjà dans le 4, n'apprécie pas du tout Sam, du coup elle sait qu'elle va pas être aidée par Sam, du coup elle décide d'aller voir Dewey, Dewey est à la retraite, hein, voilà. Et du coup, elle va lui demander de l'aide et tout ça. Elle lui dit voilà, il y a un mec avec un masque qui a agressé ma soeur, patati patata. Et du coup, Dewey ensuite il appelle Sydney pour voir si elle va bien, tout ça, et lui dit surtout ne reviens jamais. Et on lui dit bien, quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes à la télé ou quoi que ce soit, parce que forcément, hein, avec tous les meurtres qui vont suivre, les gens vont forcément en entendre parler. Et du coup, il lui fait surtout ne reviens pas. Et forcément, il va y avoir la mort de quelqu'un d'important, et du coup, elle va revenir comme ça. Et du coup, c'était méga calculé. Moi, dès qu'il lui a dit ça, je me suis dit, ok, il va se passer ça, et elle va revenir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, est-ce que le fait que je me sois fait spoiler rendait la chose très prévisible, ou est-ce que si je n'avais pas été spoilé, j'aurais pu être surpris de son retour? Mais en vrai, je suis assez dubitatif sur le fait d'être surpris de son retour, dans le sens où c'est quand même l'héroïne des anciens films, donc on se doute bien qu'à un moment elle va revenir et qu'il faut qu'il se passe quand même quelque chose d'assez important pour qu'elle revienne. Donc voilà, je sais pas si j'aurais été si surpris que ça de son retour si je n'avais pas été spoilé de certaines choses. Ensuite, on a le fameux requel expliqué par Mindy, donc la jumelle, qui explique que là ils sont dans un requel parce que comme vous le savez, dans tous les trucs, à part la saison 3 de Scream, je crois où il n'y a pas ce rapport au monde des séries, du cinéma et tout ça, mais genre dans le premier film, voilà, il y avait Randy qui expliquait c'était quoi un film d'horreur, comment on survit un film d'horreur. Dans le 2, il racontait comment on survit une suite, comment le tueur est dans une suite. Dans le 3, à travers le magnétophone, il racontait comment on fait pour survivre à une trilogie, machin, le tueur est toujours plus fort, nanana. Après, dans le 4, c'est les fans de cinéma qui font ce rapport avec je sais plus c'était quoi le 4, parce que je crois pas que c'est aussi, c'est peut-être les remakes. Je crois que ça tourne autour des remakes, j'en suis plus très certain pour le 4. Ouais, je crois que c'est le rapport au remake pour le 4. Pour la série télé, forcément ils font le rapport aux séries télé, est-ce que c'est vraiment possible de mettre en scène un slasher sous format série télé? Et pour moi c'est les meilleures scènes enfin pas les meilleures scènes de la série forcément, mais juste les petits monologues là du petit geek, parce que je crois que c'est Noah, ouais ça doit être Noah, vraiment ils sont énormes, la musique derrière, la musique de la série télé elle est vraiment géniale.
Et du coup ici forcément il y a le rapport au requel. Alors c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et du coup en gros le concept de ce que j'ai pu comprendre, c'est de se baser en partie sur ce qui a fait le succès d'un premier film, en apportant des nouveautés et tout ça. Sans que ce soit forcément une suite, mais sans forcément que ce soit un remake. Enfin voilà, c'est un peu un gros bordel. Je ne sais plus les mots précis qu'elle utilise, mais globalement c'est ça. C'est pas vraiment un remake, c'est pas forcément une suite. Notamment quand tu arrives devant le film, au tout début, que tu vois le Scream, c'est juste marqué Scream. Il n'y a pas de Scream 5, Scream. Enfin, pour nous c'est Scream 5, mais sur le titre c'est pas marqué Scream. Enfin, Scream 5, je veux dire, c'est juste marqué Scream. Donc comme si on revenait à l'origine, mais en changeant certaines choses. Et notamment, comme elle dit, le principe du requel, notamment en termes de personnages, c'est d'avoir des nouveaux personnages principaux et tout ça, mais également d'avoir des anciens héros, des anciennes, du coup, de l'ancienne série. Du coup, comme là, elle dit, bah voilà, Dewey, vous êtes là, bah voilà, vous êtes justement... voilà, des gens qui ont survécu aux anciens meurtres, donc vous faites partie de ce principe d'avoir des anciens avec des nouveaux dans une nouvelle histoire, mais qui se rapproche de la première. Bref, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça le requel. Et notamment, elle donne plein d'exemples, notamment Jurassic Park. Effectivement, on a la saga, enfin la trilogie Jurassic Park, et on a la trilogie Jurassic World, qui du coup, en changeant de nom, n'est pas réellement une vraie suite, mais si ça reste une suite, c'est pas non plus un remake, même si Jurassic Park, il y a quand même des codes qui rappellent énormément Jurassic Park, et en même temps on retrouve quand même des personnages de Jurassic Park dans Jurassic World. Et à prendre également l'exemple de Star Wars. Star Wars c'est un peu pareil. Voilà, on a une nouvelle héroïne, machin, mais on retrouve également des anciens personnages comme mince, il y a qui apparaît déjà. Je vois la tête, le Luke Skywalker, voilà, qui apparaît notamment. Il y a Yoda qui fait une petite apparition en fantôme dans un des films, donc voilà. Donc, bon, même si Star Wars c'est un peu différent à mon avis, parce que c'est quand même reconnu comme une vraie suite, dans le sens où là c'est épisode 7, 8, 9, alors que Jurassic Park et Jurassic World, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres qui font que voilà, on est Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1, 2, 3. Donc je trouve que l'exemple fonctionne mieux sur Jurassic Park que sur Star Wars. Mais je pense que je comprends un peu le délire de ce qu'elle voulait dire. Bref. Et du coup, en prenant ce concept de requel, j'ai été content que les anciens personnages ne prennent pas plus de place que les nouveaux, ou prennent pas trop de place par rapport aux nouveaux. Parce qu'on est quand même censé raconter l'histoire de Sam, voilà. Donc le but est quand même de travailler son personnage et pas de juste faire du fanservice en disant regardez on a les anciens, donc voilà on vous balance beaucoup les anciens. Parce que le premier à apparaître c'est Dewey qui doit apparaître au bout d'une demi-heure je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin peut-être plus une demi-heure parce que je sais pas trop combien de temps a duré le film, je pense au bout d'une demi-heure il doit apparaître. Gail Weiser elle doit apparaître au moins bon on voit Sidney vite fait quand ils sont au téléphone Dewey et Sidney, mais Gail dans Whisboro elle apparaît que peut-être un quart d'heure plus tard. Et puis Sidney c'est la dernière à apparaître et encore plus tard, donc voilà, après, même quand ils sont là, ils prennent pas non plus beaucoup trop de place. De toute façon, comme ils arrivent à peu près vers. Dewey plus dans la première partie du film, mais Gail, elle arrive plus vers le milieu et Sidney vers, milieu, trois quarts du film. Donc, voilà, ils n'ont pas trop le temps de prendre trop de place dans le film. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce que, du coup, ça laisse vraiment le temps de mettre en place les nouveaux personnages, de les présenter, de présenter le contexte de l'histoire, et en même temps de quand même ramener les anciens, et puis faire des... de toute façon c'est du fan service clairement, mais ça fait plaisir de les revoir, et c'est plutôt bien amené je trouve. Voilà. Donc ça c'était pour la partie non spoil. Du coup on va
entrer maintenant dans la partie spoil. Donc je vais vous laisser quelques temps pour ceux qui n'auraient pas vu le film et veulent pas être spoilés pour partir. Donc je vous laisse quelques secondes le temps de boire. Et du coup, je vais maintenant enchaîner avec la partie spoil. De toute façon, je pense que je mettrai un petit bandeau là, en dessous des photos, pour le dire que voilà, là on est dans la partie spoil. Donc voilà. Du coup, dans la partie spoil, on a 2 tueurs, donc ça c'est déjà très bien. On a Amber et Richie. Alors Amber, je sais pas pourquoi, mais dès le début que je l'ai vue, je me suis dit, j'espère que ça va être elle la tueuse. Je sais pas, elle avait une tête et elle avait plus ou moins le mobile pour être la tueuse. Et franchement, j'aurais beaucoup aimé, enfin j'aurais été beaucoup déçu qu'elle ne soit pas la tueuse, et vraiment j'ai été satisfait qu'elle le soit, parce que pour moi je trouvais qu'elle avait vraiment une tête de tueuse, quoi. Ensuite on a Richie, le copain de Sam, donc copain de l'héroïne, une des héroïnes. Du coup un peu surpris qu'il soit le tueur, mais en même temps on est censé reprendre les bases du premier film, et même lui il le dit. À la fin, il lui dit à Sam, il lui dit mais t'as été complètement con, t'aurais dû écouter Dewey, il avait raison dès le début. Faut toujours se méfier du copain et tout ça. Et effectivement, c'était le copain, le deuxième tueur. Donc voilà. Après, bon, leur mobile, j'en ai déjà parlé. Surtout Richie qui en parle, il fait de vouloir refaire la saga Stab, tout ça. Voilà, on en a déjà parlé dans la partie non spoil, mais il y a des choses qui m'ont un peu déçu là-dessus, notamment c'est que j'étais un peu déçu que Amber n'ait pas plus de mobile autour de Sam, dans le fait parce que vu que Sam est censée être la nouvelle Sydney, j'ai été déçu que tu vois, il n'y a pas toute la haine. Parce que Amber, elle le dit, elle déteste Sam, parce que Sam, quand ils ont eu des problèmes quand ils étaient plus jeunes et tout ça, et Sam a abandonné Tara, elle s'est barrée, elle n'est plus jamais revenue, et du coup, Amber, elle est très protectrice envers Tara, très protectrice envers Tara, et du coup elle déteste Sam pour avoir abandonné Tara, puisqu'après c'est elle qui a dû prendre soin plus ou moins de Tara. On le comprend avec son côté protectrice, même si elle va quand même défoncer la gueule de Tara. Voilà, elle a quand même fait quand même genre d'avoir ce côté protectrice, putain je déteste ce mot. Et du coup, c'est un peu décevant qu'à la fin, elle ne balance pas des trucs là-dessus, parce que voilà, elle l'a fait dans le bar, mais avec ses potes. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit pas en face une fois qu'elle est sur le point de tuer Sam? J'aurais trouvé ça intéressant, parce que l'histoire des fans des films, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, c'est la seule, globalement, qui a un véritable mobile contre Sam, et je trouve ça dommage que ce soit pas plus approfondi. Pareil avec Richie, j'ai bien aimé le fait qu'il fasse croire que Tara puisse être la deuxième tueuse, puisque c'est elle qui a fait en sorte qu'ils viennent dans la maison où se passe l'acte final. Et c'est vrai qu'il joue là-dessus parce qu'elle ne retrouve pas son truc là, annihilateur. Je sais plus comment ça s'appelle, mais parce que du coup elle est asthmatique. Non, pas asthmatique. Non, si c'est ça ou c'est pas ça? Quand au bout d'un moment vous avez du mal à respirer, vous prenez un truc pour ça, ouais, ça doit être ça. Et du coup, elle a plus son appareil, du coup elle demande à aller chez Amber, puisqu'elle en a un qui se trouve chez Amber. Et du coup, ça nous permet de penser que quand Richie dit à, à Sam que le deuxième tueur est forcément quelqu'un qui les a poussés à venir ici, ça laisse penser à croire que Tara est la tueuse. Enfin, est la deuxième tueuse. Bon, après, elle aurait quand même pris cher. On sait que dans le premier film, ils se mettent quand même des sacrés coups de couteau, les Billy et tout. Mais là, tu te dis, ils auraient quand même été forts, parce qu'elle s'est quand même pris 7 coups de couteau. Elle s'est quand même fait péter la cheville, parce que vraiment, le coup de pied, le coup qu'elle se prend dans la cheville quand elle est en train de ramper, que tu vois l'os qui sort vite fait là, c'est dégueulasse.
Du coup, tu te dis vraiment, là, elle aurait été même encore plus loin que l'autre dans le Scream 4, parce que déjà qu'elle, c'était une secrétaire avec toutes les blessures qu'elle s'est faites. Mais si Tara avait été la deuxième tueuse, elle aurait été encore plus loin. J'aurais bien aimé, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et du coup, au final, on se rend compte que c'est Richie en fait qui avait sur l'appareil sur lui-même afin de forcer Tara à vouloir aller chez Amber récupérer du coup cet appareil pour pouvoir respirer comme il faut. Voilà. Du coup, là-dessus. Ensuite, on a Sam, dont on apprend très rapidement et tout ça qu'elle est la fille de Billy Loomis. Et notamment, on verra plusieurs fois des plans de Billy Loomis qui lui parlent puisqu'elle a des visions de son père. Puis on apprend qu'elle a appris ça en lisant le journal intime de sa mère, nanana. Et du coup, moi je me demande si par rapport au premier film, est-ce que c'est vraiment crédible que Billy est une fille faudrait que je me refasse le film, mais j'essaye de réfléchir à est-ce que c'est crédible ou pas. Parce que moi, de tout ce que je me souviens du premier Scream, c'est quoi, il était vraiment accro à Sidney et tout ça, qui voulait la faire souffrir à cause de la relation de la mère de Sidney avec le père de Billy et tout ça. Mais du coup, est-ce que c'est crédible cette histoire de Billy qui du coup aurait couché avec une autre femme avant d'être avec Sidney ou plus ou moins dans la même période et du coup qu'il aurait eu un enfant à ce moment-là, enfin du coup avant de mourir. Du coup, je me pose la question parce qu'il n'y a rien qui montre que Billy a l'air d'être intéressé par quelqu'un d'autre et tout ça, sachant que quand le stream 1 commence, il est déjà avec Sidney, donc voilà, faudrait que je me remette le film, voir s'il y a des trucs qui pourront me dire. Parce que le truc, c'est que à la fin de la scène, enfin du film, du premier film, on sait que Sidney, de mémoire, elle est vierge. Donc lui, pour elle, ce serait la première fois qu'elle couche avec quelqu'un. Mais j'essaye de me rappeler si pour Billy, c'était la même chose ou pas. Est-ce que lui avait déjà eu... C'est bizarre de parler des relations sexuelles de personnages comme ça, mais effectivement, parce que si dans le 1 on nous dit que lui aussi n'a jamais couché avec quelqu'un, bah du coup ça ne marche pas, le fait que Sam existe. Par contre, effectivement, si pour lui ce n'est pas la première fois, du coup, effectivement, il a pu avoir une relation amoureuse avant Sydney, avoir mis la femme enceinte, et puis en avoir eu rien à foutre, et puis tenter de tuer Sydney et tout ça, pour avoir tué la mère de Sydney d'abord, et ensuite tout ça. Donc, à voir, à voir. Quand je reverrai le premier film et qu'on fera une nouvelle critique avec plus d'informations autour du film, je pense qu'on reparlera de ce détail, mais vraiment, je me demande des choses, je me pose des questions autour de ce statut. Et en même temps, en plus de vouloir que Amber soit absolument la tueuse, j'aurais aimé que Sam soit également une tueuse, mais une tueuse un peu spéciale, parce qu'effectivement Sam a des flashs de Billy, elle le voit, notamment elle le voit un moment dans sa voiture dans le petit miroir là, qu'il y a pour regarder l'arrière. Euh, Elle le voit également dans tout ce qui fait miroir, quoi, elle le voit, et le mec lui parle, et notamment il lui parle de tuer, tout ça. Voilà, il lui dit même, dans l'hôpital, il lui dit même, oui, pourquoi tu lui as pas dit pourquoi est-ce qu'on l'a attaqué, machin. Et c'est vrai que ça porte à confusion le fait que Sam puisse faire partie des tueurs. Et en fait, le truc, c'est que elle dit qu'elle ne veut pas être comme son père, en sachant que bon, à la fin, elle va quand même mettre une bonne vingtaine de coups de couteau à Richie, hein, elle va quand même y aller assez fort, hein, ce qu'aucun tueur de Scream n'aura jamais fait à une de ses victimes. Donc voilà, on sent qu'elle a ce côté violent, mais on voit aussi qu'elle prend des médocs, du coup, pour ne pas penser à ça. Et du coup, j'aurais adoré qu'à un moment, quand elle prend pas ses médocs ou des trucs, qu'elle pète les plombs
et du coup qu'elle a un déséquilibre mental, et puis du coup qu'elle se mette à tuer en entendant les voix de son père. J'aurais trouvé que ça aurait pu être vraiment une histoire super cool, parce que celle que tu aurais pensé être l'héroïne et la victime, et ben au final, en voyant son père et tout ça, sans en prenant pas ses médocs, en fait, aurait pu être celle qui tue les autres gens, mais qu'elle ne se rendrait pas compte, puisqu'elle le ferait quand elle est sous ses crises de démence. Et j'aurais trouvé ça vraiment très très cool, mais au final, bon, bah, le film tel qu'il est, il est très bien, mais voilà, j'aurais trouvé ça très cool. Enfin, en tout cas, j'aurais trouvé ça beaucoup plus crédible que Sydney qui se met à tuer des gens, parce que souvent je vois sur Facebook, ouais, Sydney tueuse machin. Non, Sydney elle a toujours été une héroïne, jamais deviendra une tueuse. Alors oui, dans le film, elle est là avec Gale en mode, on vient voir Sam pour dire bon bah, on a besoin de toi pour tuer le tueur, hein, voilà. On part direct dans l'idée qu'on va directement le buter, on va pas l'envoyer en prison quoi que ce soit, on va juste le buter. Mais de là à tuer des gens innocents, Sydney en est totalement incapable. Et du coup, avec les visions que Sam elle a, moi j'aurais kiffé qu'elle soit la tueuse, mais qu'elle s'en rende pas compte. J'aurais trouvé ça énorme, et je pense que ça aurait pu être un très très bon scénario. Ensuite, on a un énorme clin d'œil. Alors, j'aurais pu le mettre dans la partie non spoil, mais bon, voilà, je l'ai mis là. C'est que la fin se passe chez Stu. Donc, la finale du 5 est exactement au même endroit que le final du 1. Puisque on apprend justement dans la scène finale que les parents de Amber ont racheté la maison qui appartenait à la famille de Stu. Et du coup, bah, Amber vit là-dedans. Et depuis qu'elle vit là-dedans, elle se pose beaucoup de questions autour de Stu, ce qui fait qu'elle du coup, elle a fait des recherches sur tout ce qui s'est passé, toutes les histoires. Que du coup, bah, après, elle est partie dans son délire avec Richie, là, de commettre tous ces meurtres. Et du coup, j'ai trouvé ça très cool parce que pendant tout le film, on parle que de Sam et Billy, Sam et Billy. Alors des fois on dit oui, mais parce que justement quand Tara à un moment est au téléphone avec le tueur, il pose des questions sur les stabs et tout, et du coup justement elle lui dit, le tueur lui demande qui est le tueur dans le tout premier Scream, et du coup elle lui répond c'est Billy Loomis. Et du coup, là tu dis non, c'est faux, c'était Billy et Stu. Donc voilà, il n'y a que quelques moments comme ça où du coup on replace que Stu était bien là aussi. Mais sinon, on n'a que le rapport à Billy, Billy, Billy. Et du coup, je trouve ça bien que du coup le final se fasse chez Stu, comme dans le premier film, parce que du coup, voilà, on n'oublie pas qu'ils étaient bien deux tueurs emblématiques dans cette maison. Enfin, dans le film au final. Et voilà. Et en attendant, je me suis également posé une question. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou pas, ou est-ce que c'est la traduction qui est mal faite ou pas, mais est-ce que dans les stabs, les personnages portent vraiment les vrais noms que, que les personnages qui ont vécu les atrocités entre guillemets dans la vraie vie. Par exemple, est-ce que quand il parle de qui est l'héroïne à un moment, dans ce table, t'es dit voilà, Sidney Prescott ou qui est le tueur, Billy Loomis, machin, mais du coup, est-ce qu'ils portaient vraiment ces noms-là dans la série Stab? C'est la question que je me pose, parce que est-ce qu'on a vraiment le droit d'utiliser le nom et le prénom d'une personne qui a vraiment subi ce genre de choses pour en faire un film? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le vrai nom de ces personnes-là? Du coup, je me demande si c'est pas une erreur dans la traduction ou pas, parce que je me souviens pas forcément des scènes qu'il y a dans Stab, mais du coup, est-ce que Sidney dans Stab c'est vraiment Sidney Prescott aussi ou pas? Enfin voilà. S'il y en a qui sont connaisseurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça, j'avoue que dans la scène où Tara est au téléphone avec le méchant, je me suis vraiment posé la question si c'était ça ou pas, ou si c'était juste pour donner les noms des personnages, histoire voilà, qu'on n'oublie pas tous les noms tels qu'ils étaient dans le premier film. Enfin voilà, je ne savais pas trop où ils voulaient en venir. Ensuite, il y a des plans que j'ai beaucoup aimés, et je vais notamment parler de ceux qui sont avec le héros de 13 Reasons Why, qui du coup ce gars-là
Parce qu'en fait, les personnages ont tous, enfin, ses principaux ont des liens plus ou moins avec les anciens. Par exemple, Mindy et son frère, là, les faux jumeaux, sont les enfants de la sœur de Randy, sont les neveux de Randy. Notamment Mindy qui aura une scène très similaire à Randy dans le premier film à un moment donné. Celui où il est dans le canapé, que le tueur il passe derrière là. Bon, sauf que la différence c'est que Mindy va quand même se prendre un coup de couteau. Bon. Et du coup, lui, le héros de 13 Reasons Why, est le fils de la shérif. Voilà. Et parmi les autres, Amber n'est pas lié, et l'autre avec les cheveux colorés non plus. Bah, Richie non plus, puisque c'est un copain très récent de Sam. Enfin, après, il y a Sam, bon, qui est la fille de Billy Loomis, mais voilà. Après, je sais qu'il y a un moment où il parle de quelqu'un en rapport à Stu, mais j'ai plus de souvenir de ce qu'il disait par rapport à Stu à ce moment-là. Voilà. Et du coup, dans cette scène, en gros, il y a la shérif qui part acheter des sushis en ville. Et du coup, bah, son fils, il prend sa douche, machin, et tout. Ensuite, il descend. Et du coup, il commence à préparer la table, machin. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la scène, c'est qu'à chaque fois, il ouvre une porte. Par exemple, il ouvre une porte à un moment donné pour prendre des sauces. Et en fait, quand la porte est là, est ouverte, du coup, ça bloque le passage vers la pièce derrière. Et du coup, ils mettent une musique avec du suspense, machin, en mode est-ce que le tueur va surgir? Et là, il referme la porte, boum, pas de tueur. Et ensuite, quand tu vas se déplacer, il va dans le frigo, il ouvre son frigo, on a le gros plan, sauf que du coup, il y a entre guillemets une sorte de jour qui permettrait de voir si le tueur passerait. Du coup, il y a un petit zoom et tout, une sorte de bien fermer le plan. Et du coup, là, pareil, dès qu'ils ferment le frigo, ils mettent un peu de suspense, voir est-ce que là, il va apparaître là, et tout, et finalement, bon bah... le gars il se fait tuer parce qu'après il entend que la porte est ouverte, du coup il va fermer la porte, puis bon voilà, c'est lui de toute façon qui se prend le couteau dans la gorge, hein. Et voilà. Et par contre il y a un problème avec cette scène là également, c'est que ils ont une porte, une grande porte comme ça, et à côté ils ont plein de carreaux. Donc de carreaux, en plus vraiment des carreaux en carré, pour que la lumière rentre dans la pièce. Sauf que le truc qui est complètement con, c'est que lui, il arrive, en plus il vient tout doucement, parce que forcément, il y a eu des meurtres et tout, donc il fait attention, il arrive tout doucement, hop, il ferme la porte, il ferme la clé, il se retourne, boum, là le tueur arrive, tac, il lui met le coup de couteau. Enfin bon, il se défend quand même un petit peu, mais bon, il se prend quand même le coup de couteau. Et en fait, ce qui est très con, c'est que sa mère, elle est morte sur le pas de la porte. Enfin, globalement, quoi, il y a une petite allée en béton avec la verdure, et du coup, elle, quand elle arrive, elle se fait attaquer, elle meurt là. Donc techniquement, quand le mec est venu pour fermer la porte, il aurait dû voir le corps de sa mère à travers les carreaux. Donc ça, honnêtement, ça m'a pas trop dérangé, mais en même temps c'est un gros défaut parce que le mec il aurait dû voir que sa mère était morte, quoi, et du coup il aurait pas dû mourir comme ça, quoi. Bref. Et du coup, en parlant de cette scène-là, un truc qui est très intéressant, c'est que le tueur est plus malin qu'avant. À 2 reprises, ce qu'il va faire, c'est de pousser une personne à lui venir dessus pour plus facilement l'agresser. Il va le faire ça avec Tara en menaçant de tuer Amber, en ayant une vidéo de Amber et tout ça. Et en fait, on se doute bien que du coup c'est Amber, vu du fait que Richie ne soit pas à Woodsboro à ce moment-là, donc on se doute bien que c'est Amber, en fait, qui a envoyé une photo d'elle-même en parlant, enfin une vidéo d'elle-même en parlant d'elle-même à Tara, et du coup elle lui dit voilà, je vais tuer Amber, machin, si tu réponds mal à la dernière question, enfin je pose 3 questions, je réponds mal, je vais tuer Amber. Forcément elle répond mal à la 3e question, ce qui fait que Tara se dit bah merde, elle va tuer ma meilleure amie, machin, et du coup elle prend un couteau, elle part en courant, et puis au moment où elle ouvre la porte, bah là le tueur il est là, il claque, il la plante dans le ventre. Et ça, je trouvais ça très cool. Et c'est ce qui arrive également à la shérif. La shérif, elle part, elle reçoit un appel du tueur, et le tueur lui dit bon bah je vais m'occuper de ton fils. Ton fils, tu l'as laissé tout seul à la maison, donc je vais m'en occuper. Il va pas vivre longtemps. En plus, t'as beaucoup de scènes où le mec il est sous la douche et il fait même une référence en disant bah alors, est-ce que t'as déjà vu Psychose? Et
Et du coup, en finale, il force la shérif à revenir. Et en fait, en plus, il lui dit, ouais, t'auras jamais eu le temps de venir pour sauver ton fils, machin. Et du coup, elle arrive, elle se gare en trombe, et puis elle fonce vers la maison. Et puis en fait, là, il sort d'un buisson, et là, claque, il plante la shérif et il la tue comme ça devant sa maison. Et du coup, je trouvais ça très intéressant que du coup, il ne tue pas juste la personne. Après, l'autre arrive en mode, ah, au secours, on a tué mon fils, machin. Là, il prend vraiment son temps pour tuer un peu chaque personne et il le fait de manière un peu plus. Enfin, de manière très différente, quoi. Où habituellement, il aurait juste tué la personne et il se serait barré. Là, il est arrivé, il l'a planté et puis. Enfin, il a fait en sorte que les gens viennent à lui pour les planter et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai mis la fin de Dewey qui est assez cool, puisque on est notamment dans une scène dans un hôpital où le tueur agresse Tara. Du coup, il y a Richie qui vient pour la sauver. Il se prend le fameux coup de couteau sur le bras que tout le monde connaît. Hein, à chaque fois que quelqu'un se prend un coup de couteau comme ça, hein, ça a des grandes chances d'être le tueur. C'était comme ça dans le premier film. Bref. Et du coup, par contre, ils n'en ont pas fait des tonnes là-dessus dans le film, et ça, je trouvais ça bien parce qu'on connaît déjà le truc. Hein. Mais bon, il se prend un petit coup de couteau, et puis voilà. Et, comment dire. Et du coup, il essaye de défendre. De défendre Tara parce que Sam lui a dit de venir. Bon, au final, Amber, il y a deux doigts de tuer Tara, parce que vous devez bien que si c'est pas Richie qui était en train d'essayer de la tuer, c'est que c'est forcément Amber. Et du coup, au moment où elle est sur le point de tuer Tara, il y a Sam et Dewey qui sont là. Dewey, lui, il a un flingue, il tire clairement vers Amber. Amber, elle s'en va. Et du coup, hop, il récupère Richie, machin. Le Amber revient et elle se bat avec Dewey, c'était plutôt cool. Et puis Dewey, il lui met au moins 4-5 balles, je sais pas combien, dans le ventre. Et puis il commence à partir de l'ascenseur. Et au moment où ils vont dans l'ascenseur, là, il fait la tête. Et t'as l'autre qui lui dit, comment ça, quoi, la tête? Et là, il dit, faut toujours tirer dans la tête, sinon il se réveille tout le temps. Et du coup, il ferme l'ascenseur, il les laisse partir. Et puis là, tu le vois, il avance, clac, il fait tomber les douilles de son revolver. Hop, il remet des nouvelles douilles, mais en plus dans un petite marche au ralenti. Et puis bon, bah, au moment où il arrive en face, il se prépare. Et puis bon, bah, le tueur se relève, les deux se combattent. Et puis bon, bah, Amber tue Dewey. Mais vraiment, la scène était vraiment hyper cool. Franchement, j'ai bien aimé. Mais vu le traitement qu'avait Dewey et tout ça, en plus sur le fait juste avant dans une conversation avec Gail où il disait qu'il se voyait comme un lâche parce qu'il l'avait abandonné à New York et tout ça. Et là, le fait qu'il meure de façon héroïque en voulant sauver Tara, Sam et Richie. Bon, il ne pouvait pas savoir que Richie faisait partie des tueurs. Voilà, c'était une scène très héroïque dans laquelle il est mort. Et en plus, au moment où il meurt, il reçoit un appel de Gail Weathers pour apporter un peu de drame à sa mort. Bref. Et ensuite, pour finir, on a beaucoup de survivants dans ce film. Comme je vous l'ai dit, on a 4 anciens qui réapparaissent. On a Dewey qui est mort, Sidney qui est toujours en vie, Gail qui est toujours en vie. Bon, la sœur de Randy, on s'en fiche un peu, mais elle est toujours en vie. Hein. Elle aurait pu mourir, sachant qu'elle est liée aux anciens. Hein. Mais du moins, ces 3-là sont encore en vie. Ensuite, sur le groupe de base, bon, Richie, il compte pas parce qu'il faisait pas partie du groupe de base. Mais sur le groupe de base, on avait les faux jumeaux qui sont en vie. On a Tara qui est en vie. Bon, la fille aux cheveux colorés qui se prend carrément une balle dans la tête. Et ensuite, on avait Amber qui est la tueuse, une des tueuses qui est morte. Et ensuite, on a Sam, qui fait qu'on a beaucoup de survivants. C'est pas comme dans le premier film, on n'avait que 3 survivants, enfin 4 survivants avec Randy qui meurt dans le suivant, et du coup, on n'a plus que 3 survivants. Dans le 3, on n'a que 3 survivants. Dans le 4, on a toujours que nos 3 survivants. Donc là, on a quand même beaucoup plus de survivants. On va dire que sur les personnages principaux, ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 survivants sur les personnages principaux. Du coup, est-ce que
c'est annonciateur d'une suite ou pas. En sachant que le requel, lui, est capable de créer sa propre suite, comme on l'a vu avec l'exemple de Jurassic World. Donc est-ce que là, c'est pareil, on va continuer à avoir une suite autour du coup de Sam et de Tara, peut-être même de Mindy et son frère qui sont encore en vie. Voilà, c'est une question vraiment qu'on a en droit de se poser quand on voit à la fin, qu'on voit qu'il y a autant de survivants comparé au précédent film. Voilà, même si le premier il y a quand même pas mal de survivants, là c'est pareil, on a quand même pas mal de survivants. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à une suite? Est-ce que dans une suite Mindy pourrait mourir, sachant que le geek qui connaît tout du cinéma est mort dans le deuxième film? Donc est-ce que on aura une suite ou pas? C'est une bonne question. Dans un sens, ça ne me dérangerait pas parce que c'est un peu la mode de revenir tout ça. Moi, je suis assez friand de ce genre de film. Alors, c'est pas forcément les films les mieux écrits du monde, mais honnêtement, moi, je passe toujours un bon moment devant ce genre de film d'horreur. Donc, je ne dirais pas non. En plus, j'ai adoré la performance vraiment, comme je le disais, de Jenna Ortega qui a été vraiment incroyable. Pourtant, quand on voit ce qu'elle a fait avant, elle a déjà fait d'autres films d'horreur. Elle était apparemment l'héroïne d'une sitcom de Disney. Enfin, on se dit, voilà, on voit que c'est une fille qui est capable de toucher un peu à tout et qui a vraiment du talent. Donc, avoir une suite avec ces personnages-là, honnêtement, me dérangerait absolument pas du tout. Bon, c'est un peu dommage que j'aimais beaucoup Amber, mais bon, c'était la tueuse et elle est morte, mais j'aimais beaucoup ce personnage-là, donc voilà. Après, j'aime beaucoup Tara aussi, donc à voir s'il y aura une suite ou pas. Du coup, voilà mon petit retour sur Scream. Alors, petit, je vois le timer, effectivement, c'est un peu long quand même, mais voilà, mon retour sur Scream 5, ou le requel de Scream. Et voilà, qui était plutôt très bon, un bon moment, comme vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de défauts ou de choses comme ça, enfin, peut-être qu'avec un revisionnage plus sérieux, peut-être que là je verrai des petits défauts, mais du moins, voilà, quand on est au cinéma, on en prend plein la vue, et puis bon bah, après on n'a pas le temps de prendre des notes directement quand on est au cinéma, donc voilà, mais honnêtement, je trouvais ça quand même plutôt très bon. J'ai passé un très bon moment. À voir plus tard, est-ce que la cohérence est vraiment là par rapport à ce qu'ils disent, parce que l'on est quand même 25 ans plus tard, on verra bien. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez aimé ou pas aimé, et dans les deux cas, n'hésitez pas à me donner vos raisons de pourquoi vous avez aimé ou pas aimé. Et également, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu et que vous avez quand même continué à voir la vidéo. Franchement, sur grand écran, c'est plutôt sympa. C'est vrai que les films d'horreur, c'est pas vraiment les films les plus logiques à aller voir au cinéma. Moi, c'est le deuxième que je vois. J'avais vu The Boy avec Lauren Cohan au cinéma. Et celui-là, je crois que c'est le deuxième film d'horreur que je vais voir au cinéma. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de film que normalement on devrait aller voir au cinéma, mais dans les deux cas, c'est plus un moment où je m'ennuyais. Je me suis dit, tiens, je vais aller les voir. Les deux cas, j'ai passé un super moment. Voilà, Lauren Cohan qui a été une grosse révélation à ce moment-là. Donc voilà, Lauren Cohan qui est toujours une de mes actrices préférées. Mais voilà, en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Et voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et puis après, n'hésitez pas à Halloween à vous faire un petit marathon ou stabathon, je sais plus comment ils appellent ça. Au moment d'Halloween, ça vaut vraiment le coup, je pense. Puis à ce moment-là, je pense qu'il y aura déjà le DVD de sortie au moment d'Halloween, où ils vendront sûrement Halloween, enfin le DVD sur la période d'Halloween, ça pourrait être un très bon truc marketing. Bref, en tout cas, pour le mot de la fin, c'était un très bon film. Voilà, pas forcément un film extraordinaire, mais c'était quand même un très bon film dans le genre de l'horreur. J'ai adoré. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, on vous promet que l'on fera un retour sur les anciens Scream, sur les séries télé, tout ça, et qu'on en parlera du coup un peu plus en détail. Allez, ciao les Anacalypsiens.